Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent, contente de vous retrouver les copains, évidemment, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Alors ce soir, il y a une évidence qui s'est imposée à moi, chers auditeurs, parce qu'il faille bien et parce que vous le valez bien. Chose rare, je vais vous faire une confidence personnelle. J'ai dans ma famille proche un saltimbanque, un homme de scène qui fait rire la France entière. C'est un peu le tonton parfait aussi, hein, de nos écrans télé à nos cinémas, aux planches de nos théâtres, ce soir sur Sud Radio. Et ce sera l'exception qui confirme la règle. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous l'acteur, comédien et auteur Georges Belair, qui vient vous raconter son parcours détonnant et son amour des planches. Et sans peur de me répéter, qui a aussi la grande qualité d'être mon oncle. Dans l'émission qui crée le lien, vous le savez, j'aime à mélanger les univers, puisque le point commun de tous mes invités est l'excellence hors limite et l'implication sans faille dans le chemin qui nous y emmène. En seconde partie d'émission, Georges Belair sera rejoint par un dirigeant volontaire et innovant, un entrepreneur dont le parcours souligne la volonté, tant les chemins de l'entrepreneuriat sont souvent semés d'embûches. Nombre d'entre nous utilisent par exemple des newsletters pour fidéliser leur réseau, et beaucoup passent par Sendinblue, le serveur nouvelle génération d'envoi massif et de création de contenu, représenté ce soir par son fondateur et PDG, Armand Thiberge. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Georges Belair. Bonsoir. Bonsoir tonton. Enfin. Bonsoir Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio. Alors avant de vous écouter en vrai, on va écouter un petit medley de vous sur scène, Georges. Ah bon ? L'art c'est la vie, l'art c'est majeur, on pourrait pas vivre sans art. L'art moderne, l'art à Fabian, l'art populaire, l'art à Croft, l'art quoi. L'haricot vert, la ferme. Parfois, l'arnaqueur. Est-ce que vous portiez un bracelet montre incrusté de diamants à 8h du matin, vous ? Une barrette incrustée d'émeraude. Ouais, bah voyons. Une bague en platine incrustée. Ah oui, bah ça, vous avez la manie de l'incrustation. Alors vous vous rappellerez, hein, hop, l'océan Costa Rica égale paradis fiscal. Vous avez compris. Mais pour l'instant, c'est moi qui suis au paradis. Ça y est, je suis prêt pour l'inspection, madame le contrôleur fiscal. Ça fait du bien de vous entendre, Georges Belair. C'est vraiment un tout petit medley de ce que vous avez fait. Hein, quand oui, même. c'est des souvenirs déjà. Oui, c'est magnifique. Vous avez tout reconnu ? Oui, tout à fait. C'était moi. Oui, c'était vous, ça c'est sûr. Alors pour les auditeurs, on a entendu un extrait de L'Arnaqueur. Hein, c'est de Nicolas Vitellio, qui a été mis en scène par Nicolas Vitiello et Franck Leboeuf, tout récent. Hein, c'était l'année dernière. On est parti en tournée l'année dernière. Voilà, c'est ça. C'était bien, on s'est éclaté sur scène. Il y avait Michel Kern, il y avait Véronique Demonge, il y avait Christine. Enfin, il y avait une troupe magnifique. Et c'est des beaux souvenirs, on imagine, que vous avez envie de faire perpétuer aussi. Comment vous vous sentez quand ça s'arrête, d'ailleurs ? On est triste. Hein. Ouais. C'est un petit moment de tristesse, parce que c'est une famille, on se dit est-ce qu'on va se retrouver ? Et puis finalement, voilà, on prend l'habitude. Depuis le temps que je fais ce métier, j'ai eu plusieurs fois comme ça, c'est des petites morts, toute courte, une petite tristesse. C'est tellement bien d'être sur scène, c'est tellement formidable d'avoir une famille sur scène. On fait une famille, voilà. Et c'est d'autant plus la famille quand on est au théâtre qu'au cinéma, parce que finalement, il y a moins l'éphéméralité, et puis il y a aussi le rapport au public, il y a la tournée, voilà, on bouge ensemble, donc c'est encore autre chose. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Le cinéma et le théâtre n'ont rien à voir. Jouvet disait, au cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. Ouais. Alors on a joué, le cinéma c'est très difficile, les acteurs de cinéma ont beaucoup de talent, hein, ça n'a rien à voir avec le talent, mais c'est pas le même métier. On peut reprendre, on va refaire 16 fois par petits bouts, des petites scènes, on risque de tourner le même jour, le début et la fin du film, donc c'est un peu un puzzle qu'on doit faire. Tandis que le théâtre, c'est un rendez-vous d'amour avec le public, on commence et on va jusqu'au bout. Et on sait jamais aussi comment ça va se passer. Non, jamais, à chaque fois c'est différent. À chaque fois, c'est éclatant. À chaque fois, le public est différent. On découvre le spectacle tous les soirs. Il est jamais pareil. Vous avez joué dans une 60aine de pièces à peu près, Georges Belair. Oui, ça veut dire que je suis assez vieux déjà. Donc, oui, c'est ça, à peu près. Alors, vous avez brûlé les planches, on le dit, et puis vous avez écrit pas mal aussi, un bon nombre des pièces que vous avez jouées d'ailleurs. Et puis, vous venez d'en terminer une nouvelle pour le meilleur, écrite à 4 mains avec Thierry Taïeb, que nous pourrons tous bientôt découvrir. Alors, j'ai eu pour ma part l'occasion de la lire, normal, je suis un peu pistonnée vu que vous êtes mon tonton. J'ai été touchée d'ailleurs par la manière dont vous traitez le sujet du temps qui passe et de l'amour. Finalement, dans la création, Georges Belair, on revient toujours à soi. Oui, bien sûr, on réinvente ce qu'on a connu, on essaye d'aller plus loin, on essaye
Moi, dans mon cas, j'essaye de faire rire, parce que je trouve que tout ça, finalement, c'est une énorme comédie. On se prend un peu trop au sérieux. Hein. Ouais, il faut regarder ça en disant, bon, on va tous un jour quitter cette planète, et le temps est très très court. Essayons de voir quand même le côté positif de tout ça. Alors, je sais qu'on est entouré de malheurs en ce moment, c'est pas très rigolo, c'est pour ça qu'il faut donner un peu plus d'énergie vers le positif. Donc là, j'ai essayé de faire rire cette pièce avec un sujet qui est grave. Oui, qui est la vieillesse aussi. La vieillesse, l'amour, l'oubli peut-être, et puis aussi la rencontre, un couple qui va... En fait, c'est l'histoire d'un couple qui va se trouver, et un couple qui vit ensemble depuis une éternité, et qui ont l'impression de plus s'aimer, et évidemment, ils s'aiment énormément. Alors, vous m'avez fait penser à la chanson des vieux amants de Brel, dont je vais citer un petit extrait comme pour les auditeurs. Moi, je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. C'est ça. Hein, c'est ça que vous racontez. C'est beau, en fait. Brel. Ouais. Ça résume votre pensée finalement. Ça. C'est ça, complètement. Voilà. Tout à fait, tout est dit. Et puis le rire, insérer du rire dans la gravité, ça permet justement de donner de la légèreté, de la beauté à des situations qui ne sont pas forcément toujours. Moi, je suis d'origine juive. Ah bon? Pardon. Moi, je ne suis pas religieux du tout, mais j'ai été élevé dans cette tradition de se moquer de soi-même, de se moquer des travers de l'être humain, etc. Donc, on voit toujours avec de l'humour le pire. Donc, on doit trouver l'humour dans le pire. C'est pour ça que Charlie Hebdo, il y a des peuples qui ne supportent pas qu'on puisse prendre du recul et se moquer. Se moquer de soi-même, c'est un grand pas vers les autres. Hein. Voilà, il faut savoir... Vers la liberté aussi. Vers la liberté, c'est un pas vers l'avenir, c'est d'être ouvert. À partir du moment où on ne supporte pas... Donc, de traiter les sujets par le rire, finalement, ce qui est dit est aussi fort que par le drame. Même plus parfois, peut-être aussi. Et on peut rire et on pleure. Et vous savez, j'adore les comédies italiennes où on peut rire et on pleure en même temps. D'accord, ouais. Et alors vous, justement, on parle de Charlie Hebdo, vous étiez proche de Georges Wolinski? Bien sûr, j'ai débuté avec une de ses pièces qui s'appelait Je ne veux pas mourir idiot, qui a été jouée en mai 68. Vous l'avez rejouée en 2015, hein, c'est ça? Voilà, après le décès malheureux de notre camarade, on va pas revenir là-dessus. Mais c'était important justement pour inscrire ce rire et... ça a été plus important que pour plusieurs raisons. D'abord, la raison, c'est que Wolinski a disparu d'une façon tragique, et qu'il défendait l'idée de ce dont on vient de parler, de la liberté et de se moquer de soi-même et des autres. Et un parcours aussi d'amitié avec un acteur, puisque j'ai débuté avec un acteur qui s'appelait Philippe Auguste. Il y avait Claude Confortès et Hermine Caragueuse. Et il se trouve que, donc, 40 ans après, on nous demande pour la mort de Wolinski de reprendre cette pièce. Et j'ai repris, donc, avec Philippe Auguste, malheureusement... Dans un autre rôle. Hein, dans un autre rôle où forcément. Il y avait quelques cheveux blancs. et ça a été ses dernières pièces et il nous a quittés après. Donc la boucle était bouclée avec cette amitié de 50 ans. C'était très touchant. Donc finalement, jouer, en fait, parce qu'il y a le mot jouer aussi bien quand vous êtes comédien. Bien sûr. C'est une manière d'inscrire la vie. En fait, le théâtre, c'est la vie, c'est ça? Le théâtre, c'est la vie. Le théâtre, c'est indispensable. Il faudrait prendre son théâtre tous les jours. Les gens devraient aller plus souvent au théâtre parce que c'est le spectacle vivant. C'est pas par hasard si on dit vivant en même temps. C'est essentiel. C'est essentiel. Au lieu de voir des images perpétuellement, etc., d'aller vers les autres. Vous savez, le public n'est pas dupe de ça. Encore une fois, c'est une histoire d'amour. Le théâtre, c'est l'acteur donne, le public donne autant que l'acteur, c'est un échange formidable. Et on peut pas lui mentir au public. Hein. Sur scène, c'est l'authenticité qui paye, Georges Bellard. Bien sûr. Le public, non, on peut pas. Il le sait tout de suite. Bien sûr, ça se voit immédiatement. Et alors, donc, un bon acteur, c'est quelqu'un qui ne joue pas, finalement, même s'il joue? Un bon acteur, c'est quelqu'un qui joue, parce que s'il jouait pas, il serait fou, mais en même temps, il oublie qu'il... C'est très curieux. Si on a 2 secondes, on a 2 secondes. Il y a eu une expérience très impressionnante, et j'en parle parce qu'on n'en parle pas. C'est très impressionnant. Ils ont essayé de voir... Vous savez, il y a une petite zone dans le cerveau qui est notre moi. Et quand on réfléchit sur soi, cette petite zone s'éclaire. Et ils ont essayé de mettre 2 acteurs, chacun dans un appareil, là, qu'on s'appelle un truc, les ondes, là, pour regarder le cerveau. Et dans un IRM. Voilà, IRM, avec 2 acteurs qui jouaient Roméo et Juliette. Ouais. Et ils ont commencé à faire des tests, ils parlaient d'eux-mêmes,
Et la zone s'est allumée, évidemment, et chez la fille et chez le garçon. Et puis, ils ont parlé de Roméo au garçon et de Juliette à la fille. Et la même zone s'est allumée. La même. C'est-à-dire qu'ils étaient stupéfaits, les médecins. Ça veut dire qu'il y a 2 mois, il y a 2 jeux à ce moment-là chez l'acteur. Donc il peut y en avoir une multitude aussi. Voilà. Hein, donc il arrive à faire un transfert dans sa tête et s'accaparer le personnage qui lui appartient, il devient lui. Donc ils se font complètement dedans. Ils se trouvent l'un et l'autre et ils deviennent un. C'est une rencontre entre deux, entre le fictif et le réel en fait. Il y a des choses qu'on peut faire sur scène qu'on ne peut pas faire ailleurs. Moi, j'ai fait des choses que je ne pourrais pas faire dans la vie de tous les jours, sur scène, parce que c'était sur scène. Hein. Il y a une force. Vous savez, les acteurs qui se cassent une jambe ou ils continuent à jouer. Hein. Ils ont presque pas mal. C'est incroyable. Oui, vraiment. La scène, c'est spécial. Merci Georges Bellard. Je vous en prie, restez correct. C'est excellent sur Sud Radio avec l'excellent comédien, acteur et auteur Georges Bellard et dans peu de temps avec le dirigeant inventeur de solutions faciles, Armand Tiberge. Restez là, nous on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes bien en train d'écouter votre émission du dimanche 19h. C'est excellent, en compagnie de mon excellent oncle. Et oui, je vous l'avoue, si vous venez de nous rejoindre, l'acteur, décidément, ça me fait bafouiller. Et auteur Georges Bellard, c'est bien mon tonton, qui va pas tarder à être lui-même rejoint par un entrepreneur pas comme les autres. Le dirigeant et fondateur de Send in Blue, Armand Tiberge. Tout de suite, on continue avec vous, Georges. Georges Bellard, vous êtes issu de parents plutôt très éloignés du monde de l'acting. Hein. Oui. Et pourtant, à 18 ans, vous êtes parti à New York. Oui. Hein, vous avez pris le bateau, le France, pardon. Qui était français. Hein. Vous avez payé le voyage en faisant le mime. Pantomime. Et alors, vous avez débarqué à New York et vous avez fait l'acteur studio avec plein de petits boulots à côté. Voilà. Sacrée expérience. Est-ce que c'était une vocation? C'était évident que vous vouliez faire ça? Depuis quand et pourquoi? Depuis toujours. Chez moi, on m'appelait l'artiste. Je devais avoir 10 ans, 12 ans. Je pensais qu'à ça. Je voulais faire que ça. Je suis allé voir la compagnie transatlantique pour aller aux États-Unis sur le France comme Mousse, qui était mort de rire. Et ça se fait plus depuis très longtemps. Mais vous faites quoi? Il se trouve qu'à l'époque, je faisais le mur de chez moi devant. Vous j'habitais devant, je faisais le mur de chez moi et je passais dans une boîte qui était mythique où a débuté que des inconnus, genre Jacques Brel. Ah oui, totalement inconnu. Voilà, et qui était rive gauche, et il y avait une petite scène, une centaine de petites places là-dedans, et je faisais de la pantomime comique. Je faisais des petits sketchs rigolos. Et personne ne le savait? Personne ne le savait chez moi. Et ils ont appris ça 20 ans après. Et alors, on me payait suffisamment pour me repayer le taxi pour rentrer chez moi. Donc ça, je travaillais pour rien, mais c'était le plaisir d'être sur scène. C'est la passion, hein. Et du coup, la transatlantique m'a dit, vous faites quoi? J'ai dit, de la pantomime à l'échelle de Jacob. Ah, alors ça risque d'intéresser le monsieur qui est là-bas. Et le monsieur qui était là-bas s'appelait Bouillon, et il m'a dit, vous faites pantomique, ça m'intéresse, parce que comique sur un bateau, comme il y a toutes les langues, tout le monde le comprend, je viens vous voir ce soir. Il est venu et il m'a dit, vous partez sur le France quand vous voulez. Génial. Donc quand vous avez 18 ans et qu'on vous dit, vous partez sur le France 5 jours, allez, vous restez à New York 2 jours, si ça vous plaît pas, vous reprenez le France dans l'autre sens et vous revenez. Et je suis pas parti, je suis resté 1 an et demi, 18 mois. Qui c'est que vous avez vu à l'acteur studio? Alors vous avez dû voir des gens incroyables. Ça a changé. D'abord, j'ai vu des gens incroyables, mais j'ai surtout rencontré Lee Strasberg et ça a changé ma vie. Il était encore en vie à l'époque. Il était toujours en vie, bien sûr. Vous savez, les gens sont en vie jusqu'à leur mort. Non, mais c'est vrai que c'est un regret presque pour certains comédiens. On en parle, hein, c'est un monstre sacré. C'était une école formidable. Ce type avait le génie de vous amener dans des endroits. Il m'a appris, il m'a donné. Moi, je pouvais pas parler. C'est pour ça que je faisais la pantomime. J'étais tellement timide, je pouvais pas m'exprimer avec les autres. Et donc, il vous a fait sortir de vous-même. Il m'a fait sortir ma voix, il m'a fait sortir le souffle, il m'a fait comprendre ce que c'était. Il était comment? Adorable. Et puis, il avait cet humour dont on parlait tout à l'heure. Vous savez, lui-même, Lee Strasberg, d'origine Ashkenaz, et il était, il y avait Marilyn Monroe qui passait de temps en temps. J'ai vu Paul Newman débouler. J'ai donné la réplique à un tout petit, un acteur qui s'appelait Dustin Hoffman. Je sais pas ce qu'il est devenu. Voilà, il y avait ce genre de gars là-dedans. Bon, et puis c'était surtout. Et pourquoi vous êtes rentré? Vous n'êtes pas resté? Parce que sinon j'étais déserteur. Il fallait faire le service. Il y avait l'armée à l'époque.
Je suis rentré, il fallait rentrer. Alors forcément, vous saviez déjà, mais vous découvrez, vous confirmez que le théâtre, c'est votre premier amour à ce moment-là. Bien sûr. Et amour auquel vous êtes fidèle, parce qu'on vous voit beaucoup moins à l'écran. Vous avez arrêté, plus du tout, depuis 2016, je crois, la dernière fois. Oui, je crois, j'ai comme plus. ça. Et vous brûlez les planches, vous avez jamais arrêté, vous faites une pièce par an à peu près. Voilà, à peu près, mais j'ai jamais arrêté, même quand je faisais la télé et tout ça, j'ai jamais arrêté le théâtre. Jamais. C'est le rapport au public, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. C'est ça mon métier, si vous voulez. Moi, au départ, c'est la scène, c'est d'être avec... j'ai eu la chance aussi d'avoir des aventures formidables, ça c'est le bol. J'ai pu jouer dans My Fair Lady avec un orchestre philharmonique d'une centaine de musiciens et sur scène une cinquantaine de participants, des danseurs, etc. À Metz, à l'Opéra de Metz, ça c'est un souvenir qui restera jamais gravé dans ma vie. Et puis Zorro, au Casino de Paris, comédie musicale magnifique avec des acteurs de ça. Donc j'ai eu la chance de sortir un peu du théâtre traditionnel pour aller faire ces grands trucs. Sinon, le théâtre c'est ma maison. Ce qui est magnifique, le théâtre, vous faites le tour du monde, vous allez n'importe où, vous rentrez dans un théâtre, derrière c'est pareil. On se retrouve à la maison. Je suis allé en Chine, je suis allé derrière et en 2 secondes j'étais chez moi et les Chinois savaient que j'étais acteur, j'étais chez eux, enfin on était à la maison. Donc c'est une famille internationale en fait, c'est mondiale, ça que vous dites. Alors du coup, Georges Bellard, on va quand même vous écouter un petit peu à la télé. Étant donné que c'est un coureur feignant, je crois qu'il s'est fait plus de 2 kilomètres. 2 kilomètres. Ah oui, il a horreur de ça, courir. Pourquoi 2? Pourquoi vous dites 2? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 2 après tout? 2 kilomètres, 200 mètres, oui, tout ce qui est dans les deux, quoi. Bon. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Bonsoir Daniela, ça va? Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Nous sommes contents de vous retrouver pour une nouvelle émission des Jeux sans frontières. Nous sommes à Madrid où nous avons quitté la France la semaine dernière. Les Français n'ont pas été formidables, mais ce soir... Vous étiez excellents, mais ils peuvent être encore mieux. Ils pourront être meilleurs ce soir, ils sont très forts. On vient d'entendre Les Mariés de la 2. Un extrait des Mariés de la 2 et de Gens sans frontières sur Sud Radio avec Daniela Lombroso, Georges Bellard. Les Mariés de la 2, c'est un souvenir qui m'a marqué. Vous avez bien vous marrer. Je me suis cassé la dent. Ah oui? Je me suis cassé la dent. On a 2 minutes là? Oui, 2 minutes. Alors, le concept de l'émission, c'était que vous posiez une question à un monsieur, ce qui était le mari, et puis après la même question à la dame, et savoir si elle trouvait la réponse du mari, et vice-versa. Et je me suis retrouvé, alors on faisait 5 émissions par jour, j'étais un peu fatigué, c'était la dernière de la journée, et je me suis retrouvé devant un monsieur d'1m40, qui avait la chemise ouverte jusqu'au nombril, avait 3 dents de requin, avec quelques poils qui sortaient, c'était on sentait le macho. Et alors la question c'était, je m'en souviens encore tellement ça m'a marqué, dans ces moments-là, vous êtes quel animal? Et alors là, le type, un lion. Je dis alors on note un lion? Non. Un gorille. Alors on met un gorille? Non. Une bête, mais monsieur, c'est pas un animal, une bête. Alors, le nom, s'il vous plaît, une panthère. Et il nous fait vraiment tous les animaux. Et ça dure. On coupe, on lui fait, monsieur, c'est de la télé, on va pas passer 1h30 sur essayer de vous concentrer 2 minutes. Alors, lui, oui, mais moi, je suis une bête au lit. Oui, d'accord, mais alors, vous êtes quel animal? Finalement, on reste sur le lion. Donc, le lion. Évidemment, tout le monde attend avec impatience le retour des filles. Alors évidemment, dans ces cas-là, on attend, puisqu'on a passé une demi-heure sur le en espérant que gars. maman, elle est donc les 4 nanas arrivent, et celle qui est la femme de ce monsieur a la même chose, elle est ouverte jusqu'au nombril avec 2 dents de requin, pareil. Je lui pose la question, dans ces moments-là, madame, avec un peu angoisse pour savoir ce qu'elle va répondre, dans ces moments-là, madame, votre mari est quel animal? Elle me regarde du tac au tac, elle fait un lapin. Oh là là. Et moi, je suis tombé. C'est très très drôle. Bon ben voilà, comme quoi entre un lion et un lapin, c'est excellent. Sauf qu'après je me suis dit, si ça a dû passer, parce que je regardais pas les émissions, et j'imagine la vie de cet homme. De ce pauvre lapin. C'est horrible. Au boulot, à la famille. Ah oui, c'est ça, les gens regardaient. Bah, bien sûr, évidemment, les gens ça regardent. doit être un cauchemar. Mais enfin, le lapin nous a tués. Alors on l'a dit, vous avez fait beaucoup de théâtre. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la télé, Georges Bellard? C'est un hasard, c'est un une producteur. chance, Non, c'est un producteur qui m'a appelé, qui m'a dit je vous veux absolument. J'ai dit mais je ne fais pas de télé du tout. À l'époque, c'était pas très bien vu pour un acteur. Mais comme j'ai appris aux États-Unis, comme on l'a dit tout à l'heure, et que j'ai écrit pour Jerry Lewis, ce sont des gens qui faisaient de la télé, qui faisaient de la radio. Donc vous avez écrit pour Jerry Lewis? Oui, j'ai écrit pour ça, vous pouvez le redire. Gags. Arrêtez-vous là-dessus 2 secondes quand même, Georges Bellard. Bon, j'ai été gagman avec lui. Enfin bon, on était une vingtaine. J'étais pas le. Non, mais bon, c'est quand même pas mal. Que donc la télé, finalement, il m'a convaincu et je me suis retrouvé sur Canal+ et je présentais non, les affaires sont les affaires. Ouais. Et puis après, ça a plu à France Télévisions qui m'a demandé de venir. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis resté 17 ans.
17 ans. Et finalement, c'est un peu un rôle de composition aussi d'être présentateur. Voilà, c'était comme un acteur. Moi, j'ai toujours travaillé comme un acteur. Je me suis toujours demandé quel est le personnage qu'on doit faire là pour un tel truc. Voilà. Vous rentrez dans le costume du présentateur comme dans la peau du personnage. Voilà, exactement. Sinon, j'aurais trop peur. Alors, il faut le dire, Georges Bellard, vous avez fait pas mal de cinéma également avec les jeunes de votre bande, comme Pierre Richard ou Jean-Yann, par exemple. Bien sûr. Alors, forcément, on se dit qu'un acteur, ça joue, et en famille, surtout, on se le disait tout à l'heure. J'ai eu la chance de faire des films américains, parce que je parlais anglais, pas à cause du talent. Et je me suis retrouvé dans James Bond. Oui, dans Moonwalker. Et je me suis retrouvé avec Anthony Quinn, j'ai connu Michael Caine, j'ai tourné avec vraiment des gens magnifiques. Et puis Jean-Yann, et puis Jean-Paul Belmondo, des gens qui m'ont marqué. Est-ce que vous avez un peu de nostalgie de cette époque-là? Ah oui, non, pas de l'époque. Moi, j'ai la nostalgie de mes amis. Jean était un ami formidable. Je l'ai rencontré sur Fantasia chez les Ploucs. Il était acteur avec Mireille Darc et Lino Ventura. Et Jean m'a donné son amitié immédiatement. Et voilà. C'était des gens de grande qualité, de cœur sur la main. Amour, d'abord drôle, intelligent, cultivé, et quand ils vous donnaient leur amitié, c'était vraiment très fort. On s'appelait tous les jours. Voilà. Donc ça, évidemment, j'ai la nostalgie de Jean-Yann. Est-ce qu'on était plus libre avant, Georges Bellard? Oui, à tous les niveaux. C'est-à-dire? Après qu'on ait réussi mai 68 et que les radios sont devenues libres, on a commencé à être libre. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de liberté, parce qu'il y avait une vraie censure en France. On ne pouvait pas dire ce qu'on voulait. Moi-même, je me suis fait virer, comme d'ailleurs Jean-Yann, de toutes les radios. Ah oui? Bien sûr, dès que vous disiez autre chose que ce qui est... il fallait dire un zut. Bon, ça suffit, vous sortez alors. Voilà, non, on arrête l'émission. Voilà, les gens envoyaient... vraiment comme ça, en direct l'Élysée envoyait un motard. Nous, on disait, avec Kamaka, on avait Tout va très bien, une émission qui cartonnait sur Europe. C'était une fois par semaine le samedi. On a vu passer des motards de l'Élysée. On nous a virés avec Delanoë, qui était directeur des programmes. Kamaka et moi, on a été virés dans l'heure, tous les trois. Et ça serait scandaleux aujourd'hui. Donc finalement, on est quand même plus libre aujourd'hui. Oui, plus libre à ce niveau-là. Mais maintenant, les libertés, c'est devenu un peu compliqué. Il y en a qui disent que la différence entre avant et aujourd'hui, parlons vrai sur Sud Radio, c'est qu'on entend plus les cons, tout simplement. Voilà, on l'entend beaucoup. On entend beaucoup. Tout le monde peut parler. Alors, ça devient confus. Peut-être les réseaux sociaux, c'est pas forcément une bonne idée. Et est-ce que vous pensez que du coup il y a un rapport aussi à l'image, du coup qui a changé forcément, donc un rapport au cinéma, un rapport au théâtre, enfin tout a évolué. C'est une autre époque totale. Tout le monde. Vous savez quand on disait ça dans mai 68 qu'un jour tout le monde pourra faire son film, ça faisait rigoler. Aujourd'hui tout le monde peut faire son film. L'image ne surprend plus. Et y compris au cinéma, puisqu'on peut faire voler un éléphant facilement. Avant, il y avait des cascadeurs. Quand on voyait une voiture se retourner, on était inquiet. On disait c'est beau parce qu'on savait que c'était vrai. La voiture se retournait vraiment. Alors, il y avait quand j'ai tourné Fantasia chez les Ploucs, c'était dangereux. Donc, c'était impressionnant. On savait que c'était du vrai. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est faux. On sait que c'est une machine qui va faire tourner la voiture en l'air et que le type il risque rien. Bon, voilà. Mais donc ça perd un peu de magie en même temps. Oui, mais en même temps, moi je suis pas de ceux qui disent qu'avant c'était mieux et que maintenant c'est moins bien. C'est juste que vous avez vos amis. C'est différent. Voilà, il faut s'adapter. Vous savez, plus on va, moins il y a de chauffeurs de fiacre. Vrai. Ou de fouet, de fiacre, voilà. Ou je pense qu'à chaque grand changement, on a dit que c'était mieux avant aussi. Oui, parce que les gens pensent que c'est mieux avant parce qu'ils étaient jeunes. Alors, oui, ils pensent que quand c'était jeune, c'était mieux, forcément. Et même moins mal au dos. Merci Georges Bellard. C'est excellent sur Sud Radio avec le comédien Georges Bellard et l'entrepreneur Armand Thiberge. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Bellard. Bienvenue dans la deuxième partie de C'est excellent sur Sud Radio. Le dimanche soir à 19h, nous parlons vrai avec nos créateurs français, ceux dont le parcours incarne l'excellence française hors limite. Et ce soir, vous pouvez entendre l'excellent comédien et auteur Georges Bellard et le non moins excellent créateur de Send in Blue, Armand Thiberge. Bonsoir Armand Thiberge. Bonjour Judith. Bienvenue. Alors Armand Thiberge, je le disais, vous êtes à la tête de Send in Blue, donc c'est une jeune pousse, comme on dit en gros, une plateforme marketing digital tout en un que vous avez créée en tant que fervent défenseur, très important, des entrepreneurs, afin de faciliter leur marketing. C'est ça que vous avez fait? Exactement, c'est ça l'idée de base. Des PME. Moi, j'ai travaillé. PME, ouais, c'est ça. J'ai aidé des PME à faire du digital, à faire des sites internet.
Et puis j'ai eu envie d'en aider beaucoup plus. Ces PME, elles sont face aux GAFA, elles sont face à des gros mastodontes qui utilisent le digital pour conquérir beaucoup plus de clients, pour aller très vite, pour proposer une meilleure expérience, parce que finalement on est tous des consommateurs de technologie, et c'est vrai que c'est vachement pratique. Et donc finalement donner cette chance aux PME aussi de pouvoir utiliser le digital, c'était vraiment l'ambition de départ. Et aujourd'hui on a plus de 300 000 clients partout dans le monde, donc à l'international, ouais. Voilà, on est exactement international, et qui utilisent nos outils pour Alors, qu'est-ce que c'est le marketing tout en un, justement? Expliquez-nous un petit peu. Allez-y, poussez. Donc, le marketing tout en un part du client. Marketing tout en un part du client. Donc, nous, on va aider nos clients à communiquer avec leurs propres clients pour, à la fin, établir une relation qui soit personnelle. Donc, sur mesure. Sur mesure, voilà. Et via différents canaux digitaux. Donc, c'est quoi les canaux digitaux? C'est email, SMS, chat, WhatsApp. C'est plein de canaux différents que va utiliser la PME pour in fine. Et donc vous agissez sur tous ces canaux-là? Exactement. Donc les clients, historiquement, ils ont démarré sur la newsletter. Quand on démarre sur le digital, souvent on charge. J'ai le droit de dire que je suis abonné, que je m'en sers et que ça marche très très bien. Ah, ok, voilà. super. Je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà, donc là, on a des abonnés et puis on va vouloir les informer de choses, on va vouloir leur proposer ça peut être des réductions pour des entreprises, ça peut être aussi pour des associations, pour des clubs de foot, enfin plein de choses différentes. Et donc on commence par l'email et puis après on peut faire des choses un peu plus avancées. Par exemple pour des choses bien avancées, oui. Donc ça peut être par exemple pour des e-commerçants, ils vont faire des stratégies de panier abandonné. Donc je commence à acheter quelque chose, ça marche pas, la personne et ça elle garde après, c'est ça. Et ensuite on envoie un email 2 heures après en disant attends, t'as oublié ton panier, il y a peut-être aussi tel produit qui t'intéresse, et donc ça fidélise en fait. Automatiquement, voilà. Nous on est vraiment dans la fidélisation, aider les PME à développer leur business et la promo. Georges Belair. Et la promo. Est-ce que ça aide pour la promo, par exemple d'un spectacle ou tout ça? Est-ce qu'on peut le servir de cet outil pour... Voilà, exactement. On a beaucoup de théâtres qui utilisent notre solution, énormément de théâtres qui utilisent notre solution. Très bien. Et donc, au départ, la personne va dans le théâtre, elle va mettre son email quelque part, et ensuite, le théâtre va alimenter régulièrement et va informer des nouvelles pièces, c'est etc. bien, donc, c'est parfait. Voilà, et d'établir vraiment un dialogue. Un dialogue, exactement. Parfait. Armand Thiberge, on l'a dit, vous êtes à la tête d'une belle réussite. En chiffres, Sendinblue, c'est 140 millions levés en 2020. Des acquisitions aussi, en particulier la dernière effectuée, l'entreprise new-yorkaise MeetFox. Est-ce que l'expansion, ça va avec les acquisitions? Forcément, déjà. Et comment vous avez fait pour lever 140 millions quand même? Donnez quelques clés à nos auditeurs, ils ont peut-être envie de faire pareil, on ne sait jamais. Moi, je peux essayer. Voilà, Georges Belair. 140 millions, donc. 140 millions, oui, c'est... Comment on fait C'est d'abord... Il faut avoir un bon projet, et puis il faut y croire. D'abord, un beau projet, D'abord, faut des clients. Voilà. L'argent levé, finalement, ne récompense uniquement un service qui permet d'avoir des clients. Il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des clients contents et qui vont parler à leurs amis, à leur entourage. Et qui vont renvoyer. Ça va. Bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est vraiment très important. C'est bien. Et ensuite, on grossit, et on a envie d'accélérer, on a envie d'aller plus vite. On voit tous les copains à côté qui lèvent aussi des millions. On se dit, finalement, pourquoi on n'y arrive pas plus vite? Ça motive de voir les autres le faire, du coup. Évidemment, et je pense que c'est aussi une des raisons de la réussite de l'écosystème start-up. Où on voit les copains, et San Francisco, pourquoi la Silicon Valley a marché? Parce que les gars, ils regardent à côté. Et quand on a l'histoire du rôle modèle au sens voir d'autres personnes comme soi qui réussissent, ça donne envie de faire la même chose. Donc ça a été pour moi aussi la capacité de pouvoir investir plus dans Sendinblue en 2020, donc et d'acheter plusieurs entreprises. Les acquisitions, ça permet d'aller plus vite parce que Ah oui, alors expliquez-nous pourquoi ça permet à l'expansion de l'acquisition. Ça permet justement parce qu'il y a peut-être des endroits où il fallait créer des solutions qui existaient déjà, c'est ça que vous êtes allé chercher par exemple? Voilà, parce qu'on a on fait déjà plein de choses. On a déjà, on veut encore faire plein d'autres choses dans la newsletter, dans des choses qu'on faisait historiquement. On a des développeurs qui ont du travail encore pour quelques années. Voilà, non, mais vraiment. Ouais. Et on se dit en même temps,
entrepreneur, on a envie de créer, on a envie de faire de nouvelles choses. Donc on se dit, mais j'ai aussi envie de faire la Meetfoc, là, c'est la gestion de rendez-vous, que nos clients puissent gérer des rendez-vous. Donc ça s'applique à plein de business, finalement. Il y a beaucoup de business où il y a des rendez-vous, que c'est des rendez-vous physiques ou des rendez-vous virtuels. Et donc ça, on voulait faire ça. Et on se dit, vous avez acheté combien d'entreprises? Alors on a acheté 6. Voilà, on a 2 en cours de discussion. Pour un total de 40 millions, c'est ça? Oui, un peu plus. Vous avez vu, j'ai travaillé. Voilà. Donc oui, ça permet d'aller plus vite, en fait, d'aller plus vite. C'est aussi hyper sympa parce qu'on rencontre, c'est des rencontres humaines, c'est des équipes avec des entrepreneurs qui intègrent la boîte. C'est des nationalités. On parlait de famille tout à l'heure avec Georges Bellard. Il y a ça, vous créez une famille. En fait, ça ressemble un peu à mon métier. C'est des rencontres, c'est des idées, c'est de aller au bout de ses idées et de réussir à aller au bout. Et ça va pas être simple au départ. D'y croire au point de l'amener jusque-là. Parce que tout le monde rêve quand on entend des sommes pareilles. On dit 140 millions, mais je vais essayer demain matin. Bon, après, c'est pas dans votre poche directement, non. C'est l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a besoin de créer le groupe, en fait, qui va faire qu'on va grandir ensemble, quoi. Tout seul, on fait rien, c'est ça. Vous avez une culture. Vous avez, donc moi, j'ai monté ma boîte en Inde à l'époque, donc on a déjà une culture assez internationale. Donc là, on a racheté une boîte. Et c'est là-bas que ça vous est venu, cette idée, d'ailleurs, c'est en Inde. Exactement, exactement, on est là-bas. Donc, et il y a un commandant, c'est vous le commandant de tout ça, parce qu'il faut un commandant. Alors, ils viennent de nommer, puisque merci pour la transition. Armand Thibert, vous venez de nommer Olivier Legrand comme COO. Donc c'est quoi? C'est Chief Operating Officer, c'est-à-dire c'est un directeur général, c'est ça? COO, oui, équivalent. Et il fallait renforcer l'équipe de direction justement pour accélérer le développement, pour se renforcer, pour s'ouvrir à des nouveaux marchés, etc. C'est ça? Pourquoi vous l'avez nommé? Voilà. Parce que avant vous étiez tout seul. C'est ça? Non, je pense que on vous était. Vous avez un comex, mais je veux dire, vous étiez le grand patron quand même. Vous êtes toujours. Pardon. Ce qu'il y a, c'est que faut être aussi assez modeste. Moi, j'ai démarré ma carrière professionnelle à 25 ans chez Sunny Blue. Donc j'y suis 15 ans après, je suis toujours au même truc. J'ai jamais rien vu d'autre. Et donc se dire on va aller chercher l'expérience de personnes qui ont vécu des croissances comme on l'a connu. Donc en particulier là c'est une personne qui était chez LinkedIn, qui arrivait, LinkedIn faisait 100 millions, une grosse carrière, et maintenant qui fait 10 milliards, donc elle a vécu cette croissance exponentielle de LinkedIn en Asie. Et donc pouvoir finalement récupérer cette expérience et la mettre à profit et prendre les bonnes décisions. C'est aussi des enjeux organisationnels, c'est des enjeux stratégiques. Il faut s'entourer des meilleurs, quoi. Exactement, s'entourer des meilleurs. Donc, ça, c'est la clé. L'expérience. L'expérience, ça n'a pas de prix. C'est formidable. C'est intelligent. C'est une preuve d'intelligence. C'est ce que fait pas tout le monde. Par exemple, Poutine, il écoute personne. On est dans les exemples extrêmes. Là. Et alors, c'est un succès mondial depuis peu. Sandy Blue, on le disait. Et alors que Sandy Blue, vous l'avez développé pourtant depuis de nombreuses années. Alors, officiellement depuis 2012, mais si j'ai bien compris, c'est même avant, 2007, 2008, vous m'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait... L'idée, elle vient de bien avant, quoi. Je sors d'école en 2006, 2007. Je pars un peu à l'aventure en Inde, parce que je parlais pas très bien anglais. Je me dis, je vais apprendre l'anglais en Inde. Une idée, en Inde, une idée un peu saugrenue, mais bon. C'est bien, il a légèrement l'accent. J'arrive en Inde et puis je travaillais pour une boîte française qui m'avait envoyé là-bas. J'avais trouvé quelqu'un qui voulait d'un Français en Inde. Je vois tout de suite que c'est pas du tout mon truc de travailler pour quelqu'un, l'autorité, etc. C'est pas du tout mon truc. Je démissionne. Et là, je me dis, faut bien. Faut trouver un travail, faut relancer ton business. Donc c'est comme ça, vous êtes creusé la tête. J'ai trouvé un cofondateur avec moi en Inde, un Indien. Du coup, je me dis, monter un business en Inde vaut quand même. Mieux être avec un local, a priori. Donc on a démarré à deux. Lui, il sortait d'école aussi, il connaissait rien à rien. Moi, je connaissais rien à rien non plus. On s'est dit, on va changer le monde. J'adore. À 23 ans. C'est génial. À 23 ans, voilà. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Et c'est drôle parce que. Cette conviction. Jamais j'aurais refait ça, sachant tous les problèmes que j'ai eu à l'âge. Et quand on est à 23 ans, on est ignorant. Et cette ignorance, ça permet de faire tout et n'importe quoi, mais pas n'importe quoi toujours. Et voilà, et on voit pas tous les difficultés qui y a à venir. Et donc non, le début. Parce que c'est vrai que la route de l'entrepreneur, elle est difficile. Alors je voudrais quand même vous dire une phrase de Steve Jobs, moi qui a résonné quand je l'ai vu en pensant à vous, qui disait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui réussit pas, c'est la persévérance. Point. Ça vous parle, ça? Je suis hyper d'accord avec ça. Ouais. Hyper d'accord. Mais combien de fois, alors
je parle pour mon cas personnel, combien de fois j'aurais dû arrêter, combien de fois j'ai voulu arrêter, et en même temps je me suis dit non, tu peux pas arrêter, t'as pas tout essayé, et donc j'ai essayé plein de trucs. Le premier truc, on a lancé c'était les téléphones mobiles. Les derniers, ils n'avaient pas de téléphone mobile. J'ai dit, on va lancer un site e-commerce pour vendre des téléphones mobiles en Inde. Vous avez fait plusieurs projets? J'ai fait plein de trucs. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé un truc qui a marché. D'accord. C'est formidable. Alors après, oui, mais c'est ça qui est formidable. Moi, j'adore ça. C'est un peu la même chose dans votre métier, Georges Bellard. Un acteur, il essaye par tous les moyens, mais bien sûr. Vous savez, le problème, c'est qu'un acteur n'existe que quand il travaille. C'est un acteur qui reste chez lui, il a beau dire qu'il est acteur. Si on le voit pas, il a besoin d'être vu soit par une caméra, mais surtout par un public. Et alors le public, à moins de le faire venir à la maison, il faut vraiment. Et alors il y a la persévérance et puis il y a la croyance aussi. Il y a la persévérance, il y a la croyance, et puis on s'accroche. Il faut être un peu fou quand on commence comme on a commencé pareil. Moi j'ai commencé 20 ans, une vingtaine d'années. Ce sont des métiers, tu te dis, tous les 3 mois, ça s'arrête. Ça peut être arrêté pour le restant de ta vie. Tu peux déjà tourner ton dernier film dès le premier. Bien sûr. Ou tu peux jouer ta dernière pièce dès la première. Donc, c'est des métiers gonflés. Un métier qui fait très, très peur aux parents. Bon, t'es sûr, t'as envie d'être acteur. Ils n'étaient pas d'accord, vos parents? Non, pas du tout. Et vous, vos parents, qu'est-ce qu'ils en ont dit, Monty Berge, quand vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale? Ils y ont cru? Je sais pas s'ils ont très bien compris ce que je faisais. Je sais pas du tout. J'en ai pas posé la question. Moi, je venais de faire Polytechnique. Alors, vous savez, pour des parents, ça va, Polytechnique. Oui, tout va bien. Mais déjà, vous étiez mauvais élève, parce que Polytechnique, il faut vraiment pas Une brêle, pardon, parlons vrai sur Sud Radio. Pour être excellent, il faut être engagé, en fait, aussi. Il faut être engagé dans son projet. Vous y avez tout mis, en fait, Armand. Faut être engagé et cordial, bien sûr. Bien sûr. Et coriace un peu aussi, hein? Ah oui, absolument. Polytechnique, qui m'impressionne, c'est les maths. Le niveau des maths, ça me tue. C'est incroyable. C'est intelligent. Georges Bellard, est-ce qu'il faut savoir douter aussi, selon vous? Bien sûr. On ne peut pas faire autrement. Puis on doute tout le monde. C'est un moteur, vous pensez? Le doute, c'est intéressant parce que ça nous permet de réfléchir et se dire pourquoi, quoi, qu'est-ce que... Mais à un moment donné, il faut arrêter le doute. Il faut aller dans l'action. Parce que le doute, tout le temps, c'est fatigant. C'est un empêcheur. Mais le doute, en même temps, ça permet de réfléchir. Donc, il faut se servir du doute. Il faut se remettre en question, peut-être pas douter. Il faut, bien sûr, se remettre en question, bien sûr. Ça, c'est la clé. Comme vous, quand vous avez essayé Armand Tiberge, c'est ce que vous avez dû faire. Tous vos projets. Évidemment, il faut un peu de folie, il faut un peu croire en soi, un peu plus que normal, il faut un peu de tout. Mais il faut aussi douter parce qu'il faut être lucide. Parce que si vous n'êtes pas lucide, vous n'aurez pas la réalité. Des gens, de vos clients, de vos employés, il faut savoir parler, il faut savoir comprendre les choses, il faut savoir être très très ouvert. Donc, et rester à la fin humble, finalement, parce que c'est ça qui permet de rester au contact avec la réalité. Et je pense qu'un chef d'entreprise, s'il veut réussir, il faut qu'il soit très très concret, et proche de ses clients. Et alors, qu'est-ce qui vous passionne? C'est d'être entrepreneur ou c'est d'avoir monté Sendinblue? C'est-à-dire, c'est le rôle lui-même d'avoir monté cette entreprise, mais comme vous avez dit, vous avez fait plusieurs projets, ça aurait pu être un autre projet finalement ou pas? Moi, souvent, je me dis que jamais, malheureusement, enfin, j'avais pas le choix. Moi, quand j'ai démarré, tout le monde me regardait comme ça. J'avais tous les copains, ils me disaient, t'es encore avec tes petits Indiens, les gens, j'ai un bureau maintenant. Vraiment, socialement, j'existais pas pendant. Et c'est un peu difficile. J'avais pas vraiment le choix parce que, mais j'avais pas vraiment le choix parce que j'avais même pas l'idée qu'on me dise quoi faire. C'est sûr que c'était. Mais comme vous disiez tout à l'heure, si vous aviez eu conscience des difficultés qui vont avec l'entrepreneuriat, peut-être que vous y seriez pas allé. Ou vous y seriez allé quand même. En fait, j'y serais quand même allé parce que je crois trop. C'est comme vous, Georges Bellard, vous y seriez allé quand même, puisque depuis vos 8 ans, c'était vos 12 ans. J'avais pas le choix, il fallait que ça réussisse, il fallait que j'en vive, parce que je voulais faire que ça. Donc c'était une plaie pour mes parents. Non, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, rien d'autre. Moi, j'ai eu la chance aussi de... Mes parents ont eu l'intelligence de m'inscrire au TNP, et je suis allé voir, donc j'ai eu la chance de voir Wilson, Gérard Philippe, enfin tous ces gens-là sur scène, Cazares, etc. C'est cette grande époque du théâtre. Et ça, évidemment, quand on a 12-13 ans et qu'on rêve de faire du théâtre, alors, après, on ne peut plus s'en sortir. Merci à tous les deux. C'est excellent. Continue sur Sud Radio. Et c'est excellent, on le prouve avec Georges Bellard et Armand Tiberge. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Encore un peu de temps à passer ensemble pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui ont choisi son chemin et ce, quelle que soit sa forme. Ce soir, on parle comédie et business. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, chers auditeurs, mais j'ai quand même l'immense plaisir de recevoir pour vous le comédien et auteur Georges Belair, qui n'est tout autre que mon oncle aussi, ça on le saura, on l'aura compris. Hein. Il est accompagné du PDG de Sandine Blue, Armand Tiberge. Alors, Armand Tiberge, quelles sont les difficultés typiques que rencontre un entrepreneur? On va rentrer un peu plus dans le dur. Et comment est-ce qu'on fait justement pour trouver des solutions dans ces cas-là? Vous avez eu des difficultés, on suppose, justement à la montée de Sandine Blue et pour faire connaître le projet, etc. Quels ont été vos ponts, en fait, pour vous faire entendre? Il y en a énormément de difficultés. C'est sûr que les difficultés, ça commence par les difficultés financières, hein, parce que faut manger. C'est des difficultés à embaucher, ça c'est difficile quand on monte une boîte. Hein. Approchez-vous du micro. C'est difficile, donc on peut embaucher. Et puis, in fine, ce qui est le plus difficile, c'est que vous avez un projet, vous êtes toujours vachement convaincu, vous avez un truc, vous pensez, vous allez faire un énorme truc avec votre idée. Et puis en fait, il y a pas grand monde qui y croit. Alors il y a peut-être vos parents, peut-être votre femme, machin, peut-être vos potes et tout, mais vous comprenez bien que en fait, ils le font parce qu'ils vous aiment, voilà. Il y a personne qui croit en vous, en fait. Hein. Ça c'est la plus grande difficulté finalement. C'est la plus grande difficulté, hein. C'est réussir à passer outre et se dire non mais voilà, moi ça va quand même marcher malgré tout ce qu'on me dit. Il y a tellement de personnes qui vous donnent tous les arguments de la terre, ça va pas marcher. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas ne pas écouter les autres, Armand Tiberge, tout simplement? Voilà. Et donc c'est là, alors pas écouter les autres, je dirais que c'est important d'écouter les autres quand même, parce qu'ils ont souvent raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus créatif, c'est pas un processus linéaire. Et donc en effet, parfois, ce qu'on vous dit, c'est vrai, c'est-à-dire que l'idée est pas bonne. Mais en même temps, en essayant de faire cette idée auquel vous croyez, vous allez tomber sur une autre idée qui va vous amener encore sur un autre chemin, qui va vous faire rencontrer d'autres personnes. Le processus créatif d'un entrepreneur, parce qu'on refait toujours l'histoire, la jolie histoire, et il y a une idée, et puis il a monté son truc, et ça a cartonné. Je veux dire, ça marche jamais comme ça. Tous les processus créatifs sont très très chaotiques. Et donc en fait, ce qui mène d'une idée à une autre, d'une étape à une autre, c'est toujours la volonté et se dire, je veux réussir, je veux pas échouer. J'ai déjà mis beaucoup d'énergie, j'ai déjà dépensé beaucoup de ma vie. Je veux pas que je veux essayer jusqu'au bout. Il faut que ça fonctionne. Donc cette énergie, cette force de vivre d'une certaine manière, c'est ça qui fait qu'on y arrive. Mais les difficultés, pour moi, c'est ça qui était le plus dur. Devoir convaincre, quoi. Le plus dur. Devoir convaincre, et puis donc ça veut dire faut croire en soi, oui, c'est sûr. Mais je pense qu'au théâtre c'est la même chose, parce que je trouve on s'aperçoit finalement, pour réussir quel que soit le métier, c'est la même chose. On est tous confrontés au même problème. Et croire en soi, avancer et rêver. Mais quel que soit effectivement ce qu'on fait. Hein, peu importe. Et surtout essayer de rêver plus haut que ce qu'on nous propose, d'aller plus loin que ce qu'on vous dit. Ah ben non, il faudrait faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui seraient mieux pour vous. Alors justement, sur le processus de création dont parlait Armand Tiberge, je voudrais savoir un peu comment vous créez aussi, Georges Belair. Quand vous écrivez une pièce, est-ce que vous vous projetez déjà dans le décor? Est-ce que vous avez déjà réfléchi au personnage? Dans quelles conditions vous écrivez? Comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, j'essaie d'abord d'avoir l'histoire du début à la fin dans ma tête. C'est très important pour moi d'avoir les personnages. Qui sont, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, où ils en sont, etc. Il faut commencer par là, en fait. Hein. Pour moi, j'ai d'abord commencé par raconter l'histoire. Moi, j'avais besoin d'avoir le début et surtout la fin. Savoir où je voulais amener les chemins. Parce que, vous savez, c'est un peu l'histoire de ce qu'on vient de raconter. Le moindre... vous changez 1 centimètre de parcours à gauche, eh bien, ça vous retrouve à des milliers de kilomètres de ce que vous auriez pu aller si vous aviez choisi légèrement. Donc, ce sont des choix difficiles, la vie. Ce sont des choix qui peuvent vous amener très loin. Donc, quand j'ai le début, j'ai la fin, eh bien, je sais que je ne pourrais pas trop me perdre. Voilà. C'est ça. Je sais que je vais me rattraper à un moment donné, puis je vais aller retrouver voilà. Et écrire à deux, c'est important pour vous? Pour moi, c'est indispensable, parce que j'essaye de faire rire, et rire donc, tout seul. Donc, il faut tester les blagues, en fait. Alors, quand je trouve une vanne ou un truc, j'ai besoin de voir l'autre si ça fait marrer. Et vous les testez autour de vous, les vannes, un peu, dans votre famille et tout? Non, juste avec votre co-auteur. À deux.
on était mort de rire. Alors, on a évidemment déchiré beaucoup. J'avoue qu'il y en a 2-3 où je me suis bien marrée aussi. Est-ce qu'on est maître de son destin, finalement, Armand Thiberge ? Pas du tout. On a vraiment un objet de l'histoire et les choses nous dépassent. On a une bille de flipper, moi je dis. Une bille de flipper. Voilà. Ping, bang, bing, bang, ping, ping. Tant qu'on ne fait pas tilt, c'est bon. Donc finalement, on fait avec les outils que nous donne la vie pour réussir à construire sa propre maison. C'est ça que vous avez fait, Armand Thiberge. Voilà, et on essaie de pousser les choses et puis de se dire, on a aussi moi, je considère que j'ai un peu de la chance. Alors racontez-nous un peu jusqu'où vous allez aller. Oui, donc on va faire une centaine de millions de chiffres d'affaires là, cette année. Donc, c'est quand même une belle étape. On est profitable. Siège social à Paris. Là, siège social à Paris. On est plus de 600. Et vous êtes présent dans quel pays? Dites-nous. Il y a l'Inde, alors on le sait. Alors, on est en Inde. En Inde, on a deux structures, on a une du Nord et une du Sud, puisqu'on a racheté une boîte. On est aussi en Russie-Ukraine, puisqu'on a racheté une boîte. En Ukraine. Alors, il y avait la moitié de la boîte en Ukraine et l'autre moitié qui est en Russie. Vous êtes emmerdés. Qu'est-ce que vous faites avec ça maintenant, justement? C'est intéressant, ça. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé? En fait, tous les Ukrainiens sont partis. Ouais, forcément. Tous partis. Alors, il y en a qui sont partis en Turquie, Géorgie, Pologne. Donc, on en a aidé à faire des visas. Alors, la France aussi. Avec vous les aidez à bouger? Bien sûr, oui. On paye les billets d'avion, les hôtels. Et puis en Russie, on a une partie qui a aussi voulu partir. Donc, vous les avez aidés aussi? Oui, exactement. Il faut aider. Ils sont tous, en fait, ils travaillent tous ensemble. Donc évidemment, ils ont tous la même position sur le sujet. Puis ils sont muselés en Russie, ils n'ont vraiment pas le droit de parler. Quoi, donc. Et après, il y en a des Russes qui sont au fin fond de la Sibérie. C'était une boîte où tout le monde était déjà en remote. C'est-à-dire il n'y a pas de bureau physique. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez arrêté vos activités avec la Russie ou vous continuez? Voilà, donc avec la Russie, on n'a pas eu le choix en fait. On n'a pas eu le choix. Donc après, nous, on a proposé à tous les clients, tous les clients ukrainiens la solution gratuitement. Voilà. Sur la Russie. Bravo. On a été, on a été partagés parce que on était une unité de communication. Donc c'est important la communication. C'est indispensable. C'est un peu la base même. Avec un pouvoir autoritaire. Donc finalement, couper les comptes russes, c'était pas forcément productif. Donc on a un petit peu hésité et ensuite les banques, toutes les banques ont fermé, les banques russes, les clients pouvaient plus payer. Donc et il y avait assez peu d'activités en Russie. Donc nous, il n'y a pas eu d'énormes enjeux et de problèmes de cas de conscience avec ces clients russes. Par contre, nos employés russes restent salariés de Seniblue, ils sont toujours payés, ils travaillent toujours pour nous. Donc vous avez une démarche humaniste aussi dans votre manière de visualiser. Ah non, mais une boîte, c'est d'abord une aventure humaine. Ça, je leur dis. Mais tout le monde dit pas ça. On a une vie. Attends, non, mais c'est vous qui amenez ça avec vous. C'est pas écrit, c'est pas obligatoire. Il y a des entreprises où ils sont tellement peur les uns des autres. Non, c'est bien. C'est vrai que c'est pas vrai. C'est vraiment clé. Moi, je me rappelle en 2014, on a été profitable, on commençait à faire un petit peu d'argent. Je me suis dit, finalement, on faisait 1 ou 2, 3 millions de chiffre d'affaires, enfin significativement plus petit qu'aujourd'hui. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce que tu veux faire, Armand? Et je me suis dit, mais le premier truc, c'est vrai que les gens, quand ils arrivent au travail tous les jours, ils soient contents. C'est bien d'entendre ça. Vraiment. Oui. Et voilà, et je pense qu'on peut faire les deux. On peut à la fois se dire. Qu'est-ce que vous faites pour les rendre contents quand ils arrivent au travail, les gens? Alors, je pense que la première chose à faire, alors évidemment, il y a des conditions matérielles qui arrangent un petit peu, mais bon, évidemment, c'est pas avec un baby-foot ou une table de ping-pong qu'on rend les gens heureux. On est bien d'accord. Voilà. Mais ça aide un peu. Je vois le réalisateur de l'émission sourire. Peut-être que lui, il aimerait bien la table de ping-pong. Bastien. Non, je pense c'est donner un petit peu de propriété. Pourquoi moi je m'amuse? Parce que voilà, j'ai propriété à ce truc, on peut faire plein de choses, et donc donner un peu cette propriété aux employés, donc les faire participer. Et donc j'ai donné tous les salariés de Seniblue ont des actions. Donc tout le monde. J'ai intéressé tout le monde. Voilà, j'ai donné. Cadeau. Donc dans 140 millions, il y a une partie qui allait aux salariés qui étaient là, qui ont pu revendre, et donc formidable. Voilà, donc, mais donc démarche collective humaniste, et en fait avec le. On imagine aussi RSE, tout ça, vous êtes à fond dessus. Enfin, vous faites très attention à tout ça, effectivement, tout ce qui est responsabilité sociale, économique des entreprises, tout ce qui est aussi respect de l'éco-responsabilité potentiellement, et toutes ces choses-là sont des choses très importantes aussi dans votre démarche. Oui. Alors on a signé le Climate Act il y a pas très longtemps. On était les premiers à. Celui qui a lancé ça, il a fait un podcast. On était les premiers parce qu'on est allé très très loin dans cette problématique, de comprendre vraiment notre impact carbone, de comprendre les mécaniques, les chiffres, tout ça, c'est quand même assez technique parce que
on sent bien, est-ce qu'on éteint la tour Eiffel ou pas, est-ce que c'est significatif ou pas, et notre verre d'eau, est-ce que voilà, du verre contre du carton, finalement, quel est l'impact? Donc il y a des ordres de grandeur, il y a des histoires d'ordre de grandeur. C'est des sujets compliqués. Donc on a essayé de voir les choses de manière holistique, vraiment Sendinblue, avec la production beaucoup en Chine, en fait. On a eu des enseignements assez intéressants, parce que en fait, l'Inde envoie quand même pas mal. C'est la Chine, c'est l'Inde qui... Alors, la Chine fabrique les smartphones. Oui. L'Inde, il y a une électricité massivement au charbon. Au charbon, c'est ça le problème. Donc en fait, quand on envoie un email, on le lit sur son smartphone. Donc nous, on prend en compte ce charbon qui a utilisé la Chine. C'est l'empreinte carbone. Ah oui, c'est important. Donc voilà, donc on a eu plein de démarches et on essaie d'éduquer au maximum aussi nos clients à faire gaffe à leur empreinte carbone, en montrant combien, en envoyant les emails, combien ça dépense en empreinte carbone. Incroyable, il paraît que c'est le plus gros pollueur, les emails. Non, pas du tout. Non, ça pollue pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, mais justement. On va arriver à la fin de cette émission, attention. Ça pollue 50 fois moins que les films, que le film YouTube, par exemple. Mais oui, parce que YouTube, c'est énormément de bande passante, c'est hyper économe l'email. Donc il faut envoyer des mails. Et plus de films. Faut arrêter Netflix, on vous a dit. Faut aller au théâtre. Faut aller au théâtre, voilà. Bravo, merci. On en arrive à la dernière question de cette émission. Armand Thibert, je vais commencer par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Je pense que l'enfant que j'étais demanderait comment... Qu'as-tu fait? Parce que j'étais petit, dans la radicalité, très intransigeant, anticapitaliste jusqu'au bout des ongles. Ah oui, c'est marrant pour un mec qui fait 140 millions. Attends, c'est bien, c'est drôle. Non, c'est bien parce que et alors, vous restez le même. Et parfois, je me rappelle ça. Et vous, grand, vous diriez quoi au petit? Vous diriez calme-toi un peu, non? Ouais, je dirais, la vie, c'est aussi des compromis. La vie, c'est aussi des compromis. Il faut faire. Et si tu es dans la radicalité la plus totale, en fait, tu te coupes du système et tu vis dans ton coin et tu fais rien. Comment faire changer ce monde? Il faut un peu y adhérer. Et ce qui est, je trouve, c'est trotskiste ce que vous dites. Vous êtes au courant quand même. Armand Thibert. Et je trouve que ce qui est compliqué, c'est sans dire que quand on est dans le système, on est un peu changé aussi par le système. Bien sûr. Que les choix qu'on fait nous changent aussi. Mais bien sûr, c'est bien. Mais il faut avoir ces idées-là. Moi, je trouve ça formidable. Faut pas avoir. Moi, je trouve qu'un môme de 20 ans qui penserait pas comme ça, il serait pas tout à fait normal. Je trouve que c'est formidable. Et après, on change un peu. Justement, à propos du môme, Georges Bellard, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à l'enfant de... Il dirait arrête d'avoir peur, sois moins timide. Vous aviez peur quand vous étiez petit? J'étais très timide. Je devenais tout rouge, j'avais du mal. On dit souvent que les gens qui ont beaucoup le trac sont les gens qui deviennent des gens de scène, très souvent. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous savez pourquoi? Je sais pas. Moi, je dois tout je vous dis, à mes cours. J'aurais jamais pu réussir dans ce métier si je n'avais pas rencontré ce gars qui m'a débloqué. Oui. Voilà. Je crois que tout le monde, on devrait donner des cours obligatoires de théâtre dans les écoles. Apprendre à se tenir, à être en groupe, à écouter l'autre, apprendre un texte, tout ça, c'est formidable. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. C'était une très jolie émission. Merci Tonton. Merci Armand. C'était excellent. Rencontré, Armand. Alors, vous pouvez retrouver Sendinblue, c'est FR pour la France, fr.sendinblue, alors SENDINBLUE.com, pour tous ceux que ça intéresse. Et puis vous, Georges Bellard, on va vous retrouver bientôt sur les planches dans votre propre pièce. Il va falloir patienter un petit peu. Pour le meilleur. Voilà. Eh ben, on patientera. Moi, je commence à être très curieuse de voir ce que ça donnera sur scène. Oui. Merci à tous. Merci, chers auditeurs. Il nous reste encore pas mal de temps à passer ensemble avant la fin de la saison. Donc, surtout, lâchez pas le dimanche à 19h. Toute ma gratitude à Bastien Malric qui réalise pour vous, c'est excellent. Un bisou à Méloane Rock, puis à Antoine Mazar aussi, évidemment. Vous pouvez écouter l'émission, puis tous les podcasts sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr les réseaux sociaux. Merci aussi aux équipes de ma super radio Sud Radio. Bisous les copains, à la semaine prochaine. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.